Cela a conduit à la formation de 34 sociétés dont les plus connues sont la SOCAL, SOCAL, Standard Oil of California, futur Chevron, la SONG, Standard Oil of New Jersey, futur Exxon, la SOCONI, Standard Oil of New York, futur Mobile, la Ohio Oil Company, futur Marathon Petroleum, la SOHIO, Standard Oil of Ohio, la Standard Oil of Indiana, future Amoco, et la Kiso, Standard Oil of Kentucky. Le cours des actions des sociétés scindées a augmenté, la richesse de Rockefeller est passée de 300 millions de dollars à 900 millions de dollars. Source. Euh, 6 points. John D. Rockefeller, Les Échos, 9 août 1999, Tristan Gaston Breton. Ce sous-ensemble de cette société, issu de la Standard Oil, a en conséquence été communément surnommé les Sept Sœurs, pour ensuite figurer parmi les principales sociétés pétrolières mondiales. Ce terme a plus tard été repris pour désigner des années 1940 aux années 1970. Les 7 principales sociétés pétrolières mondiales, donc 5 d'entre elles sont finalement associées à la Standard Oil, l'empire originel de Rockefeller. Source. Qui gagnera la guerre cheikh contre chiite? Ah non, qui gagnera la guerre sheikhs contre schistes? 20 février 2015, Le Monde, Jean-Michel Bézat. En 1911, Kuhn, Loeb et compagnie va prendre le contrôle en association avec John D. Rockefeller et l'Equitable Trust Company. Source. Ron Chernow, Titan, op.site. Page 377. La première grande banque juive de Wall Street était Kuhn Loeb. Fondée en 1867 avec JP Morgan, elle était un lien majeur entre le capital européen et l'industrie américaine au tournant du siècle. C'est l'époque où, fidèle aux relations très personnelles liant les dirigeants de banque entre eux, Edward Knutzlin, futur président de Paribas, se rapproche de Jacob Schiff, le patron de la maison Kuhn Loeb, qui tient le haut du pavé. À Wall Street, dès lors, à l'image des liens noués avec Baring et Lord Revelstoke à Londres, la coopération avec Kuhn Loeb constituera l'axe majeur de la politique américaine de Paribas, actuellement BNP Paribas, pendant plusieurs décennies. En 1905, Paribas songe même à créer une banque française de l'Amérique du Nord, mais doit y renoncer face à la crise financière qui s'annonce. En 1907, l'occasion d'un établissement outre-Atlantique ne devait pas se représenter avant plus de 50 ans. Lorsque le baron des chemins de fer, E.H. Harriman, s'est opposé à Morgan, un homme dont le contrôle de la banque américaine n'a pas été égalé, c'est vers Jacob Schiff de Kuhn Loeb qu'il s'est tourné. Kuhn Loeb était également le banquier de John D. Rockefeller. Source. Bank on It by Mark Gimain. New York Magazine, 31 janvier 2008. Le père de Jacob, Moses Schiff, était un courtier que les Rothschild était un courtier pour les Rothschild à Francfort. Examinons brièvement la famille Rothschild. Tout a commencé au XVIIIe siècle dans les ghettos de Francfort.
Le nom leur vient de leur lieu d'habitation, une maison à l'écusson rouge, Zum Rothschild, qui deviendra alors Rothschild. En effet, il était courant dans la communauté juive de faire de son adresse son patronyme, Mayer Amschel Rothschild. Sa femme et leurs 10 enfants vivent dans le ghetto de Francfort. Puis ils déménageront dans une habitation plus humble, sous le signe de la marmite. Leur confession juive ne leur permet pas de détenir des biens et certains métiers leur sont interdits. Cependant, ils sont autorisés à faire des activités de change. Le change est une activité très importante en Allemagne à cette époque, car beaucoup de villes allemandes ont des monnaies différentes. Mayer Amschel Rothschild saisit donc cette opportunité et se lance dans le commerce. Très vite, il tisse des liens avec le prince Guillaume de Hesse-Kassel et devient son agent. Le 21 septembre 1769, un jeune homme clouait une enseigne sur la maison de la marmite. Elle portait les armes de Hesse Hanau et proclamait en dessous en lettres d'or M.A. Rothschild, fournisseur breveté de son Altesse Sérénissime, le prince Guillaume de Hanau. Mayer et sa femme déménagèrent leurs marmites et leurs barriques pour gagner une maison du ghetto plus grande, sous le signe d'un écu vert. Parmi ses fils, Amschel devint le trésorier de la Confédération germanique. Salomon atteignit dans la Vienne impériale la position élevée dont rêva toujours le landgrave Guillaume Nathan, acquis plus de puissance qu'aucun autre homme d'Angleterre. Il prit exemple sur son père qui avait fait fortune de la banqueroute des nations. Le premier coup international de la famille eut lieu en 1804, alors que tout le trésor du Danemark consistait en un déficit. Mayer suggéra à Boudérousse qu'il pouvait faire quelque chose sans passer par les grandes banques. Boudérousse fit passer le message à son Altesse. Les grands banquiers de Francfort, Bettmann, Frères et Ruppel et Harnier, ne s'aperçurent de rien au début, mais au bout de quelque temps, ils ne purent faire autrement que de s'interroger, tant l'équipe Rothschild semblait absorbée chaque fois qu'il lui demandait d'effectuer quelques menus et vulgaires travaux de courtage. Aux investigations qui lui furent adressées par les grands banquiers, le trésorier de son Altesse M. Boudérousse répondit avec une impassible politesse. Les questions posées à Copenhague provoquèrent une déclaration des plus étonnantes. Tous les emprunts danois, répondit le ministre des Finances, avaient été traités par des gens agissant au nom d'un millionnaire anonyme mais extrêmement serviable. Le 2 novembre 1806, les troupes françaises envahirent le palais du prince Guillaume, celui de Wilhelmshohe. Mon objet, disait l'ordre du jour de Napoléon, est de retirer le pouvoir à la maison de Hesse-Kassel et de la supprimer de la liste des puissances. À défaut de ses créances sur tout le continent, le prince Guillaume détenait des placements en Angleterre qui lui rapportaient près de 2000 livres par mois, 9 millions d'anciens francs. Nathan à Londres fut en possession de fonds très considérables. Il acheta du coton, sa branche première, mais aussi des denrées alimentaires, des marchandises coloniales, de toute autre sorte de choses que le blocus de Napoléon considérait comme de contrebande sur le continent. La police de Napoléon fit le lien entre la contrebande, les créances du prince Guillaume et le vieux Mayer de la rue aux Juifs. Le 30 octobre 1810, 2 régiments d'infanterie français passèrent au peigne fin les magasins de Francfort et particulièrement l'établissement de l'écu vert. Ils n'y trouvaient rien, car vers la fin 1810, les Rothschild avaient retiré à peu près tout ce qu'ils pouvaient de leurs activités de la contrebande. En 1804, Nathan devint un négociant banquier. Par Nathan, les Rothschild cessèrent d'acheter et de vendre des marchandises, même ne profitables contrebande. Depuis 1810 jusqu'à nos jours, la famille ne devait plus acheter et vendre que de l'argent. De février 1809 à décembre 1810, Nathan reçut 550 000 livres sterling pour acheter les consolidés du prince. L'accord avec Guillaume demandait un achat de consolidés au prix moyen de 72. Nathan n'acheta pas à ce prix. Il investit l'argent pour son propre compte.
prit un rapide bénéfice, puis un second bénéfice lorsqu'il acheta les consolidés du prince à 62. L'économie ainsi réalisée remplit ses poches. Il spécula sur la hausse de l'or. Chaque jour, il bondissait sur le marché et en ressortait avec des dizaines de milliers de livres. Nathan et son frère Jacob ont fait un coup gigantesque, faisant parvenir 800 000 livres d'or de l'Angleterre vers l'Espagne. Jacob, dorénavant appelé James, trompa Napoléon grâce à ses contacts sur Paris dans la haute finance, faisant miroiter au pouvoir en place que ce déplacement d'or dérangeait l'Angleterre qui à ce moment-là était l'ennemi de la France. Pendant la bataille de Waterloo, la bourse de Londres était toute ouïe aux informations pouvant leur parvenir. Si Napoléon gagnait, les consolidés anglais baisseraient obligatoirement. À l'inverse, s'il perdait, l'empire ennemi tomberait et les consolidés monteraient. Le 19 juin 1815, un agent des Rothschild du nom de Rothworth sauta dans un bateau à Ostende. Il avait à la main une gazette hollandaise à l'encre encore humide. À l'aube du 20 juin, Nathan Rothschild se tenait sur les quais de Folkestone, parcourant des yeux les articles de tête. Il devança les envoyés de Wellington pour annoncer au gouvernement l'écrasement de Napoléon. Puis il se rendit à la bourse. Nathan n'acheta pas, il vendit. Il déversa un tas des consolidés sur le marché. Sa renommée était déjà si puissante qu'un seul mouvement de sa part suffisait à faire monter ou baisser une valeur. Les consolidés tombèrent. Nathan continuait à vendre toujours plus. Des chuchotements traversaient la bourse. Rothschild sait. La bataille de Waterloo est perdue. Nathan continua de vendre, déprimant le marché en lâchant des dizaines de milliers de livres à chaque signal de vente. Les consolidés s'écroulèrent jusqu'à ce que, une seconde avant qu'il fût trop tard, Nathan racheta. Soudain, un gigantesque paquet pour une bouchée de pain. Voici ce que disait Napoléon de ses banquiers. Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation. Puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, l'argent n'a pas de patrie, les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence, leur unique objectif est le gain. Parmi les autres fils, il y avait Kalman, qui fit ce qu'il voulait de toute la péninsule italienne. Et enfin Jacob, qui devait dominer la France au cours de la République et de l'Empire. Source. Les Rothschild de Frédéric Morton, 1962. Avec John D. Rockefeller Jr. comme premiers actionnaires, l'Equitable Trust fusionnera le lendemain du krach de 1929 avec la Chase National Bank pour donner naissance à la première banque de Wall Street et par là du monde. En juillet 1917, M. John D. Rockefeller a transféré à l'Equitable Trust Company en tant que fiduciaire 12 000 actions du capital actions de la Standard Oil Company Indiana pour constituer le corpus de la confiance. La valeur nominale des actions a ensuite été réduite de 100 $ à 25 $ et le fiduciaire a échangé les 12 000 actions de l'ancien capital action contre 48 000 actions du nouveau capital action. En 1920, ces sociétés Standard Oil a versé un dividende en actions de 150%, ce qui porte le nombre total d'actions alors détenues par le fiduciaire à 120 000. En 1922, la même société versa un dividende en actions de 100% ou 120 000 actions. Le fiduciaire détenait alors 240 000 actions. Winthrop W. Aldrich, beau-frère de John D. Rockefeller Jr., consacra de 1922 à 1930 la majeure partie de son temps à s'occuper de questions juridiques pour l'Equitable Trust Company. M. Aldrich s'est occupé des détails juridiques de la fusion d'Equitable avec Seaboard National en 1929 et a été président d'Equitable jusqu'à sa fusion avec la Chase National Bank, maintenant la Chase Manhattan Bank, en juin 1930, puis il est devenu président de la Banque consolidée. Source.
Winthrop Aldrich mort. Banquier et diplomate, 88 ans. New York Times, 26 février 1974. L'Equitable Trust, avec des actifs de plus de 900 millions de dollars, a été consolidé avec la Chase National Bank pour former la banque la plus puissante des États-Unis. Dès 1925, Rockefeller commença à surveiller de près I.J. Farben, en Allemagne, qui devenait un rival sérieux dans les domaines chimiques et pharmaceutiques. Sous l'effet des pressions d'une économie de guerre, puis des dislocations survenues après le premier conflit mondial, les sociétés chimiques allemandes réalisèrent leur intégration formelle le 9 décembre 1925, avec pour conséquence immédiate de déclencher un phénomène similaire de fusion dans l'industrie chimique britannique sous les auspices d'Imperial Chemical Industries en 1926. I.G. Farben emploie 100 000 personnes dès 1926. En 1929, elle compte 120 000 employés travaillant dans 106 mines et usines. Elle fournit 100% des colorants de l'Allemagne, la quasi-totalité de ses explosifs, 41% de ses médicaments. L'empire naissant est partout, dans les banques et les journaux, dans le charbon et le lignite, dans les détergents et les pellicules photographiques, dans les pesticides et les plastiques. Bosch, qui dirige I.G. Farben, pense à l'avenir et sait qu'il réside dans l'essence de synthèse qui permettrait à des États dépourvus de pétrole, comme l'Allemagne, de se passer du marché mondial. La synthèse de l'essence donnerait ainsi... qu'est-ce que je raconte? La synthèse de l'essence donnerait accès à un carburant 100% allemand, vital en cas d'affrontement armé. Friedrich Bergus mis au point un procédé en laboratoire en 1913 pour fabriquer de l'essence synthétique, du charbon bitumeux hydrogéné à haute température et haute pression. Ces brevets sont acquis par I.G. Farben qui les a mis en application industrielle pendant les années 1920 à 1930. Dès 1923, Sabatier et Sanders, deux chercheurs allemands travaillant pour le Kaiser Wilhelm Institute, déposent le premier brevet de leur invention de l'essence de synthèse, le procédé de synthèse Fischer-Tropsch. SFT. Ce procédé sera exploité au cours de la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne, qui ne disposait pas de pétrole mais possédait des mines de charbon. En 1944, le Troisième Reich produisait 1250 000 barils par jour d'essence à partir du charbon qui subvenait aux besoins de l'aviation et de l'armée nazie engagée par la guerre. Karl Bosch savait qu'il ne fallait pas entrer en confrontation avec la Standard Oil, les sept sœurs. Il fallait travailler en collaboration. À cette fin, Wilhelm Gauss a visité la Standard Oil en 1925 pour discuter de l'intérêt potentiel de Standard pour un composé antidétonant déjà développé par BASF et dans les procédés en cours de développement à Ludwigshafen pour l'hydrogénation du charbon. Source: German Industry and Global Enterprise, BASF, The History of a Company, de Werner A. Belsauer, Wolfgang von Hippel, Jeffrey Alan Johnson, Raymond G. Stokes, page 227. En 1926, Frank Howard, responsable du développement de la Standard Oil, visita l'usine de Baldich à Ludwigshafen, où on lui montra une usine pilote de production de combustible à partir de charbon. Ce soir-là, Frank Howard a déclaré au président de Standard Oil, Walter Teagle, c'est le problème le plus important auquel l'entreprise est confrontée. IG est capable de produire des carburants à indice d'octane élevé à partir de lignite et d'autres charbons de mauvaise qualité avec la moitié du rendement et la matière première. Cela signifie l'indépendance absolue de l'Europe pour s'approvisionner en produits pétroliers. Il ne reste plus que la concurrence sur les prix. Quelques jours plus tard, le président de la Standard Oil
Walter Teagle arriva sur place pour se convaincre personnellement de la véracité des informations reçues. Il jugea indispensable un compromis, un rapprochement, un partenariat. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.